Ben, merci. Merci Pierre de m'avoir invité. J'espère que vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Merci aussi au musée. Donc, pour moi, c'est la première fois ici, donc je découvre en même temps cette superbe salle. Et donc, en effet, je vais vous parler, une grande partie de sphère, mais pas seulement. Je vais vous parler de recherche, des différentes techniques de recherche des planètes extrasolaires, dans un premier temps, pour introduire le sujet. Et donc, évidemment, avec un focus sur l'imagerie directe, donc le fait de pouvoir voir, faire des images de ces planètes et donc de les étudier d'une manière un petit peu différente de ce qu'on a fait ces dernières années. Donc tout d'abord, je vais juste resituer le contexte. Alors s'il y a des gens parmi vous qui sont habitués des conférences du CALA ici, vous avez eu Jean-François Gonzalez il n'y a pas très longtemps qui vous a fait une conférence complète sur la formation des planètes. C'est vraiment son sujet, donc moi je vais juste faire un petit rappel pour introduire le sujet, puis ça nous servira un petit peu plus tard. Donc comment elle se forme? Oui, ça marche. Elle se forme donc dans un nuage moléculaire, donc un nuage dans l'espace, qui va s'effondrer en fait, qui va tout d'un coup avoir ces molécules qui vont s'accréter, qui vont, parce que ce n'est pas homogène ce type de phénomène, qui vont aussi se fragmenter. Et donc ça c'est sur des échelles de temps de plusieurs centaines de milliers d'années, dizaines, centaines de milliers d'années, et au bout de, on va dire voilà, quelques centaines de milliers d'années, il va se passer au centre, où la densité sera plus importante, va se former une étoile. Donc, une proto-étoile, puisqu'elle n'est pas encore complètement formée. Ça va encore prendre un petit peu de temps qu'elle finisse de se former. Et autour, le reste de la matière, qui ne va pas avoir été utilisée, si on peut dire, pour former l'étoile, va former un disque qu'on appelle un disque d'accrétion autour. Donc ça va former vraiment un disque relativement fin par rapport à l'étoile. Et petit à petit, l'étoile va finir de se former, elle va avoir sa forme d'étoile bien circulaire. Et la matière autour va, elle aussi, à nouveau, s'agencer par des collisions, par de la gravitation, en ce qu'on appelle des planétésimaux, donc des corps qui vont faire typiquement de 1 km à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres, et qui vont utiliser le reste de la matière. Et finalement, tout ça va s'organiser en ayant vidé la matière, donc il n'y aura plus de disques, et il y aura des corps, donc on va appeler des planètes. Donc ça c'est le schéma général, c'est l'explication, la théorie de formation des planètes. Alors il y a j'espère que ça va marcher, un film qui illustre ça, voilà. Donc à partir du nuage, on voit qu'il y a beaucoup de turbulences, et hop, tout d'un coup se passe. Donc ça, ce sont de vraies simulations faites par des collègues théoriciens et modélisateurs. Au centre, là où la densité donc, va être la plus importante, va se former la proto-étoile, donc qui va devenir l'étoile. La matière, elle, est éjectée autour, se forme le disque, et la matière donc, qui reste dans ce disque sert à former les différentes planètes. Voilà. Alors évidemment, pour l'instant, l'exemple qu'on connaît bien de cette formation de planètes, c'est le nôtre. C'est donc le système solaire, hein, avec ces 8 planètes, les 4 planètes rocheuses ici, Mercure à Mars, en passant par la Terre, et les planètes géantes gazeuses, Jupiter à Neptune. En sachant qu'il y a aussi les astéroïdes, qu'il y avait aussi Pluton et maintenant Eris, qui sont en fait des planètes naines, mais qui ne sont plus considérées réellement comme des planètes. Mais voilà, donc c'est notre système, c'est le seul exemple qu'on étudie depuis, je dirais, la nuit des temps, depuis qu'on s'intéresse à l'astronomie. Ça, c'est juste un petit diagramme pour illustrer entre les planètes rocheuses, donc par référence, une masse de la Terre et une unité astronomique, donc distance Terre-Soleil par définition. Et ça donne un peu les masses respectives des autres et les distances.
Voilà, sachant que ce sont des échelles logarithmiques. Alors, du coup, la question qu'on se pose depuis aussi très longtemps, c'est, ok, donc y a-t-il d'autres exemples, d'autres systèmes, donc on appelle exoplanétaires, donc planètes à l'extérieur de notre système. S'ils existent, est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose de très commun et qu'a priori toutes les étoiles devraient avoir de tels systèmes? Dans quelle mesure ils ressemblent à notre système ou il peut y avoir d'autres configurations complètement différentes? Autour de quel type d'étoiles? Parce qu'il y a des étoiles, il en existe semblables au Soleil, donc étoiles très moyennes dans l'univers, et des étoiles beaucoup plus petites qu'on va appeler des naines, ou des étoiles au contraire beaucoup plus grosses. Donc, pardon. Est-ce que tous ces types d'étoiles peuvent avoir des systèmes? Alors les peintres, les artistes et les réalisateurs n'ont pas attendu que les astronomes leur apportent des réponses à ces questions. Ils ont considéré que oui, bien sûr, il y avait sûrement non seulement des planètes, mais aussi de la vie ailleurs dans l'univers. Mais donc pour nous, voilà, ce qui est important aussi, c'est d'être sûr que ce que je vous ai présenté comme scénario de formation au début puisse être vérifié. Alors, comme on n'a que notre système, qu'il a 4,5 milliards d'années, qu'il est bien formé, bien installé, ça nous permet d'avoir que finalement une image de cette évolution, de cette théorie. Et ce qu'on aimerait, c'est bien entendu trouver des systèmes en train de se former, des systèmes encore plus évolués, voir s'il se passe, s'ils vont continuer à évoluer, s'il va y avoir des interactions, par exemple, entre les différentes planètes qui vont changer la configuration, etc. Donc comment ils se forment, comment ils évoluent, est-ce qu'on comprend réellement notre propre système solaire, est-ce qu'on a bien l'explication de sa formation, puisque aussi une des questions c'est est-ce que s'il existe plein d'autres planètes dans l'univers, est-ce que la vie a pu se développer sur ces planètes? Est-ce qu'on peut un jour se dire tiens, on aura des cousins lointains avec qui on pourra éventuellement interagir? Donc ce qui nous intéresse, c'est de les chercher, de les trouver si possible, ces planètes, en grand nombre, avec disons dans des situations autour d'étoiles très différentes, et de pouvoir les suivre, les voir à différentes étapes de la formation et de l'évolution de ces systèmes, et puis de les caractériser. Donc savoir si elles sont rocheuses comme la Terre par exemple, ou si elles sont géantes gazeuses comme les planètes plus lointaines de notre système, Jupiter, Saturne, s'il y a le même type d'atmosphère, le même type de gaz et le même type de conditions favorables à l'évolution de la vie. Alors, on n'est pas évidemment les premiers à se poser ce genre de questions. Déjà, Épicure, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, avait répondu qu'il y a un nombre infini de mondes semblables au nôtre et un nombre infini de mondes différents. Il faisait d'ailleurs l'analogie entre les atomes qui constituent la matière. Il y en a un, alors à l'époque, il pouvait dire ça sans trop avoir de problème. Il y en a un qui a eu un peu plus de problèmes dans les années 1500-1600. C'est Giordano Bruno qui a été brûlé pour avoir dit la même chose. Nous affirmons qu'il existe une infinité de terres, une infinité de soleils. Et puis finalement, les astronomes ont détecté la première de ces planètes, donc en 1995. Michel Mayor et Didier Queloz, donc deux collègues de l'Observatoire de Genève, qui observaient à l'Observatoire de Haute-Provence, donc dans les Hautes-Alpes, ont découvert la première planète extrasolaire, donc dans la constellation autour de l'étoile 51 de la constellation de Pégase, donc qui s'appelle 51 Pégase B, en utilisant la méthode des vitesses radiales que je vous détaillerai un petit peu après. Voilà, et alors, donc là on n'a qu'un seul exemple en dehors de notre système solaire, mais alors déjà, on voit qu'on a une planète géante de type Jupiter, mais qui est plus proche que Mercure de son étoile. Donc déjà, on est dans une situation complètement différente. On n'imaginait pas que des planètes géantes puissent exister si proches de l'étoile. Donc on a appelé ça des Jupiters chauds. Chauds parce que plus proches de leur Soleil. Donc voilà, la première planète qu'on trouve, finalement, elle est
très très différentes de ce qu'on connaît. Donc c'était plutôt intéressant et ça s'est confirmé. On a trouvé des choses très différentes. Alors comment on les détecte ces planètes? Donc il y a plein de méthodes différentes qui ont été représentées. J'aime bien ce diagramme parce que ça montre un peu la profusion des méthodes, même s'il y a des grandes catégories. Donc, ça a été fait par un collègue de l'ESA, Michael Perryman. C'est donc des méthodes indirectes qui utilisent, en fait, on ne voit pas la planète, mais on voit l'effet que la planète crée sur l'étoile centrale. Là, on ne voit pas non plus nécessairement la planète, mais on voit des effets de variation de lumière de la planète. Je vais y revenir. Et puis, il y a les techniques de détection directe où là, on est capable, on va réussir à faire une image de la planète. Donc, les méthodes les plus utilisées indirectes, c'est la détection dite par vitesse radiale. Comme vous avez illustré ici, en fait, quand là, on prend un cas simple avec une étoile et une seule planète. Quand la planète tourne autour de son étoile, en fait, c'est faux, c'est une approximation. C'est que les deux tournent autour de leur centre de gravité commun. Donc, ça veut dire que l'étoile aussi se déplace autour d'un point quelque part entre l'étoile et la planète. Alors, typiquement, si on considère notre système solaire avec le Soleil et Jupiter, le point autour duquel ce système tourne est très proche de la surface du Soleil. Mais du coup, ça veut dire que vu de l'extérieur, le Soleil va avoir aussi un mouvement comme ça. Et ce qu'on va détecter, donc on va analyser, on va séparer la lumière de l'étoile en faisant de la spectroscopie, et on va voir que quand la planète s'éloigne de nous, les raies vont aller vers le rouge, et quand la planète, au contraire, dans son mouvement, va revenir vers nous, les raies vont être décalées vers le bleu. En fait, c'est le même principe que quelque chose que vous avez probablement tous déjà expérimenté. C'est quand vous avez une ambulance ou un camion de pompiers qui s'approche de vous puis qui s'éloigne de vous, la fréquence du son change légèrement. Et si vous ne l'avez pas remarqué, faites l'essai la prochaine fois. Sur le son, c'est assez sensible et on voit la même chose sur la lumière qui nous vient d'une étoile. Alors, il a fallu attendre d'avoir des appareils, donc des spectrographes à vitesse radiale, donc spectrographes à très haute résolution, pour arriver à détecter ces effets-là. On les avait déjà détectés sur des systèmes d'étoiles doubles, parce que là, comme les deux étoiles avaient des masses assez similaires, l'effet était assez important. Les deux étoiles tournaient vraiment autour d'un point qui était, on va dire, proche du milieu du système. Mais par contre, il a fallu vraiment des dizaines d'années pour développer les spectrographes capables de mesurer ces variations beaucoup, beaucoup plus petites pour les planètes. Voilà, donc... alors, si ça veut bien démarrer, voilà. Donc ça, c'est deux exemples d'observations obtenues aussi par différents collègues. Oula. Bien. Il n'a pas aimé les... Il n'a pas aimé mes animations. Voilà, donc ce que je voulais montrer là, c'est que, en fait, même si ce sont des effets indirects, le fait de mesurer ces variations, ça va nous apporter différents éléments. Donc déjà, la période, c'est-à-dire c'est un signal qui va nécessairement se reproduire régulièrement, puisque la planète elle va continuer à tourner autour de son étoile. Et donc la période va nous donner une information sur la distance entre la planète et l'étoile. L'amplitude, donc le type de variation, on peut montrer avec les équations de Kepler que ça nous donne une limite sur la masse inférieure de la planète. La forme de la courbe qu'on détecte donne une idée de l'excentricité, c'est-à-dire est-ce que la planète elle tourne sur un cercle autour de son étoile ou au contraire est-ce qu'elle va très loin de chaque côté, etc. Voilà. Donc
même avec ces techniques indirectes, ça nous donne déjà énormément d'informations sur les planètes. Une autre technique qui est beaucoup moins utilisée parce qu'elle nécessite des précisions encore accrues qu'on n'a pas beaucoup aujourd'hui, on n'a pas d'instrument aujourd'hui qui apporte ces précisions, c'est l'astrométrie. Donc en fait, c'est le mouvement finalement. Là, on voyait le mouvement vers nous ou s'éloignant de nous, de la planète. Là, c'est de regarder le mouvement latéral. Donc la planète s'éloigne de l'étoile, va passer derrière, va apparaître de l'autre côté, va passer devant, etc. Et là, en fait, on connaît un ou deux exemples, mais on n'a pas aujourd'hui encore, on ne peut pas utiliser aujourd'hui encore de manière routinière des instruments qui nous donnent suffisamment de précision. L'autre méthode qui a donné, avec les vitesses radiales, le plus de détection, c'est ce qu'on appelle les transits photométriques, ou les éclipses. C'est quand on voit un système aligné, c'est-à-dire par rapport à nous, on est dans le même plan que le plan de révolution des planètes autour de leur étoile. La planète va passer devant l'étoile, et puis derrière. Mais quand elle va passer devant, elle va créer comme une éclipse, en fait. Elle va masquer une partie de la surface de l'étoile, et donc le flux, la lumière qu'on va recevoir de cette étoile va baisser. Alors on parle de variations qui sont très faibles. Pour Jupiter, c'est typiquement 1%, et ça ne se reproduit que tous les 12 ans, parce que c'est le temps qu'il faut à Jupiter pour faire un tour autour du Soleil, et ça dure quelques heures seulement. Et la Terre, c'est 0,01%, une fois par an, par définition, et ça dure quelques minutes. Donc en fait, il faut observer un très grand nombre d'étoiles en permanence, le plus longtemps possible, pour espérer détecter ces petites variations. Mais ça marche, on a trouvé pour la première fois, c'était en 2000 je crois, si ma mémoire est bonne, voilà, cette étoile HD 209 458 a été détectée en 2000. Et depuis, on l'a pas mal utilisée. Donc ça, c'est juste une illustration voilà, de la variation de flux pour cette étoile. Vous voyez, c'est vraiment des petits chiffres. Mais là, par contre, la photométrie précise, on maîtrise les instruments qui nous permettent d'obtenir de la photométrie à ces niveaux-là. Donc là, c'était une planète de 0,7 masse de Jupiter à 0,045 unités astronomiques, donc aussi très proche de son étoile. Ça, par contre, c'est une technique qui est facilement, qui bénéficie d'être dans l'espace, puisque là, déjà, on n'a pas l'atmosphère avec les nuages et tout ça, donc la précision sur la mesure de la différence de flux est plus importante. Et aussi parce que les télescopes dans l'espace peuvent observer des grandes régions du ciel. Il n'y a pas le jour, la nuit, les nuages, etc. Donc c'est très efficace en termes de temps d'observation. Et en observant donc des milliers d'étoiles, ils arrivent à détecter ces événements de manière assez statistique, puisqu'on a quelques centaines ou milliers de détections avec cette méthode maintenant. Une autre technique qui est utilisée aussi, ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles, donc qui utilise un effet relativiste, c'est que si on a un alignement entre l'observateur, donc nous, notre télescope, une étoile, un objet loin de nous, et un objet qui va se retrouver donc sur la même ligne, on va avoir un effet qui était prévu donc par la relativité d'amplification, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impression de recevoir plus de lumière à un moment donné, le temps que va durer cet alignement. Donc c'est ce qui est représenté ici. Désolé pour le graphique passe très très mal à l'agrandissement. Voilà, donc ça c'est le cas de la lentille gravitationnelle traditionnelle avec disons une étoile au milieu. Et si on a une planète, eh ben, on peut montrer qu'on va avoir un deuxième petit événement qui va se superposer, une deuxième petite amplification qui va se superposer et qu'on va pouvoir détecter. Alors là c'est pareil, c'est vraiment la chance. Encore une fois, c'est une technique qui consiste à vraiment observer les zones les plus grandes possibles du ciel pendant le temps le plus long possible. Donc c'est des télescopes qui observent les mêmes régions du ciel pendant des années, et de temps en temps, il y a un événement. Là, par contre, contrairement aux autres, c'est non reproductible, parce qu'il n'y aura plus cet alignement-là. Mais c'est une technique qui a permis aussi
de découvrir quelques planètes. Donc, par exemple, celle-ci, qui a dans la série La Diversité, qui est une planète qui, cette fois-ci, n'est plus une planète de type Jupiter, mais une planète de quelques masses terrestres, avec une période de 10 ans. Donc, encore une autre configuration. Voilà, et donc, ces différentes techniques ont permis, donc je vous rappelle, la première détection c'était 1995, donc 22 ans, 21, 22 ans maintenant. Voilà, il y a plus de 3500 planètes confirmées à ce jour. C'est-à-dire pas des candidates, des planètes pour lesquelles on a soit observé avec deux techniques différentes, soit observé suffisamment longtemps pour être sûr que le signal est revu plusieurs fois, soit avec des instruments différents pour éviter les effets systématiques liés aux instruments. Donc on a plus de 3500 planètes en un peu plus de 20 ans. Et vous voyez avec toujours dans le même diagramme, hein, avec des masses versus la séparation à leur étoile assez variable. Donc ça, c'est les planètes détectées en vitesse radiale. Ah, là, les deux sont apparus. Ça, c'est celles en transit. Donc celles-là, on a tendance à les détecter plus proches. C'est une technique qui permet d'aller assez proche de l'étoile. Et les quelques planètes aussi en vitesse radiale. Voilà. Alors par contre, ces techniques, au jour d'aujourd'hui, eh ben, elles ne permettent d'avoir finalement des planètes que qui ont des périodes de révolution autour de leur étoile assez courtes, parce que c'est des techniques qui ont besoin de mesurer, notamment les vitesses radiales, sur un certain temps. Donc en fait, comme ça ne fait que 20 ans qu'on les détecte, on ne peut pas avoir d'informations sur des planètes qui seraient qui auraient des périodes beaucoup plus grandes, ou en tout cas, pas une information suffisamment précise. Ça marche sur des orbites peu inclinées. Il reste une indétermination sur la masse, puisqu'on a accès à des limites. Ça marche bien, notamment les vitesses radiales, sur des étoiles qui ressemblent au Soleil ou des étoiles qui sont plus faibles. Ça marche, alors ça commence à marcher, on commence à comprendre comment faire. Ça marchait moins bien jusqu'à présent sur des étoiles plus massives, plus actives du point de vue de la physique stellaire, parce qu'il y avait des effets dans l'atmosphère de l'étoile qui pouvaient être confondus avec des détections de planètes. Voilà. Et ça donne peu ou pas d'informations sur la composition de l'atmosphère, à l'exception de la technique des transits photométriques qui en donne un petit peu dans certains cas. Voilà, donc en fait, l'idée c'est il y a un intérêt très fort à détecter les planètes de manière directe, je vous donnerai quelques exemples après, et en particulier, à partir du moment où on peut voir les photons de la planète, on va pouvoir appliquer dessus des techniques comme la spectroscopie, c'est-à-dire décomposer la lumière, les photons qu'on va recevoir de ces planètes pour en faire l'analyse et donc être capable de comprendre quelles sont les molécules à l'intérieur de ces atmosphères. Et donc aujourd'hui, on en a détecté quelques-unes quand même, qui étaient en particulier ce qu'on appelle les naines brunes, donc qui sont un petit peu au-dessus de la masse que les théoriciens définissent pour que l'objet soit une planète, qui est typiquement de 13 fois ou 14 fois la masse de Jupiter. On a du coup, donc c'était cette zone-là qui ne ressort pas beaucoup, on commence, même avec les instruments depuis une dizaine d'années, à avoir des objets qui sont dans les masses des planètes géantes. Mais là, ce qu'on veut faire, encore une fois, hein, ce que je vous ai dit au début, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'en avoir beaucoup pour pouvoir faire de la statistique et pouvoir étudier ces systèmes à différentes périodes de formation autour d'étoiles très différentes. Donc le but, là, c'est vraiment de remplir, en fait, toute cette zone-là, qui, pour l'instant, n'est pas accessible avec les autres techniques, mais est très favorable, quoique ça reste difficile, pour la technique d'imagerie directe. Donc les avantages, comme je disais, c'est la mesure directe des photons de la planète, la possibilité de caractériser, la possibilité de déterminer l'orbite et la masse par application des lois de Kepler. Alors c'est encore mieux si on peut combiner par exemple l'imagerie directe et les vitesses radiales. Là on a vraiment une détermination très précise de cette masse,
accéder à des nouvelles classes d'objets, d'étoiles. Et, et c'est plus facile autour des étoiles jeunes parce qu'elles sont encore assez brillantes, donc la différence de luminosité est moins importante. Par contre, c'est un petit peu difficile techniquement quand même. Alors pourquoi? Ben voilà, ça c'est typiquement le spectre, donc l'émission d'une étoile de type solaire, notre Soleil. Ça, c'est ce qu'émettrait un Jupiter chaud. Désolé, certaines des diapos sont en anglais. Je ne les ai pas refaites en français. Donc un Jupiter chaud, donc, typiquement une planète qui ressemblerait à Jupiter, mais très proche de son Soleil. Et puis ça, c'est Jupiter, Vénus, la Terre et Mars dans notre système. Et là, vous voyez qu'il y a quand même une énorme différence ici. Typiquement, alors 10 puissance 6, ça fait 1 million. Donc un peu plus d'1 million de fois. La planète est un peu plus d'1 million de fois plus faible que son étoile si on se place dans le système solaire, entre le Soleil et Jupiter. Et quand on va aller chercher des planètes comme la Terre, là, on va plutôt être à 1 milliard de fois plus faible. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une différence énorme entre la luminosité de l'étoile et celle de la planète. Alors on s'est amusé à faire, justement, pour essayer un peu de quantifier ça, de trouver une analogie terrestre dont on peut bien se rendre compte. Donc ça équivaut à peu près à essayer d'observer depuis Paris un phare qui se trouverait sur le Vieux-Port à Marseille. Voilà. Et le phare, ça représente la lumière du phare représente le Soleil. Et nous, ce qu'on va chercher à voir, c'est une bougie qu'on a posée à côté, à 50 cm du phare, de la lumière du phare. Et ça donne à peu près une idée de ce qu'on cherche à faire avec les instruments actuels en termes de détection. Alors, pour faire ça, de quoi on a besoin? On a besoin de très grands télescopes, les télescopes les plus grands possibles, parce qu'on veut aller voir ce qui se passe très près de l'étoile. Donc, plus le télescope est grand, plus on a ce qu'on appelle une haute résolution angulaire, donc plus on peut s'approcher de l'étoile elle-même. Il faut qu'il soit limité par la diffraction, c'est-à-dire ne pas être perturbé par l'atmosphère terrestre qui va troubler les images. C'est un peu ce que vous voyez quand vous regardez une route goudronnée chauffée par le soleil, vous voyez trembler les images. Ou si vous regardez par un radiateur qui est sous une fenêtre, vous allez voir les images trembler dehors. Donc ça perturbe les observations, ça dégrade la résolution. Donc c'est pas la peine d'avoir des énormes télescopes si on n'a pas un moyen de s'affranchir un petit peu de la turbulence au sol. Dans un bon site, on ne fera pas mieux avec un télescope de 8 mètres de diamètre qu'avec un télescope de 50 cm de diamètre, dans les meilleurs sites sur Terre. Donc là, on a un petit problème, et on va voir comment on le résout. Donc c'est ça, hein, c'est typiquement l'image que voit un télescope de 8 mètres, ou 10 mètres, hein, comme le VLT, là, les télescopes européens, les deux Keck aux États-Unis, ou le LBT, qui sont deux télescopes en fait, sur une même monture. Voilà, ils ne font pas mieux que 0,7 arcs-secondes projetés sur le ciel. Et si on reprend l'analogie avec le phare, voilà ce que vous voyez. Même avec un gros télescope à Paris, le phare, il ressemblera à ça. Alors, on a mis au point quand même des techniques pour finalement corriger cette dégradation. Donc, c'est ce qu'on appelle l'optique adaptative. C'est, dans le principe, assez simple. Ça a été proposé dans les années 50 par des astronomes. Mais le principe lui-même est simple. Par contre, la technologie pour y arriver est un peu complexe. Ça consiste à observer l'image d'une étoile, à la décomposer en plein de petites sous-images, et en mesurant la variation de ces petites sous-images sur une caméra par rapport à l'image moyenne, en fait, on voit comment la turbulence déforme le faisceau. Et donc, si on est capable de faire cette mesure très vite, plus vite que la vitesse, la fréquence à laquelle ça se déforme, et d'avoir un système qui va nous permettre de la compenser, c'est-à-dire qu'en gros, on va mettre quelque part dans le faisceau optique du télescope un miroir très fin qu'on peut déformer avec des actionneurs derrière. Du coup, on va finalement corriger, on va générer une déformation qui est exactement l'inverse de celle de la turbulence, et du coup, on va recréer une image presque parfaite
sur notre détecteur, sur notre appareil photo, notre caméra, au foyer du télescope. Et pour faire ça, il faut le faire plusieurs centaines, plusieurs milliers de fois par seconde, et il faut donc avoir des calculateurs, c'est ça aussi qui a bloqué pour le moment, des ordinateurs suffisamment rapides pour faire ce calcul et appliquer cette correction. Donc ça, c'est un exemple de miroir. Donc ça, c'est les astronomes qui ont proposé l'idée, c'est les militaires qui ont payé pour la développer parce que ce qui les intéressait, c'était de faire le contraire. C'était soit de regarder s'il y avait des satellites au-dessus, soit dans les satellites de regarder ce qui se passait dans le jardin du voisin. Mais en tout cas, ça a permis de payer les développements technologiques et qu'on utilise aujourd'hui et qui fonctionnent très bien, parce que la plupart des grands télescopes aujourd'hui ont des systèmes d'optique adaptative. Alors ça donne ça. Ça, c'est l'image. Donc avant, ce n'était pas corrigé. Là, c'est corrigé. Et là, c'est avec des petites astuces en plus pour améliorer la correction. Mais du coup, voilà. Ça, c'est une image vraiment que vous avez au télescope, quand vous observez très vite, sans correction. Et ça, c'est l'image bien corrigée. Et en fait, on voit que l'image est bien corrigée parce qu'on voit ce qu'on appelle une figure de diffraction. C'est-à-dire que quand on a un télescope donc, qui est circulaire, qu'on le met dans l'espace ou qu'on le met dans un endroit sans turbulence, en fait, on ne va pas voir un point, on va voir ce qu'on appelle une tache d'Airy. Donc c'est un point très brillant au centre avec plein de petits anneaux autour. Voilà, ça c'est un des tout premiers systèmes d'optique adaptative pour l'astronomie sur le télescope franco-canadien de 3,60 m à Hawaï, le CFHT. Image non corrigée et image corrigée par optique adaptative. Vous voyez que les étoiles ne sont pas des points, mais sont effectivement ces structures avec... alors là, on voit surtout un anneau, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore des systèmes qui apportaient une correction très importante. Ça, on l'a mis sur le ciel en 98. Système qui s'appelle PUEO. Voilà, donc ça, c'était la première étape. Donc c'est se débarrasser de la turbulence atmosphérique. Alors, évidemment, on peut dire, mais c'est pas grave, il suffit d'envoyer ces télescopes dans l'espace et puis on n'a plus le problème de la turbulence. Mais par contre, il faut être riche. Parce que les Américains essayent d'envoyer un télescope de près de 8 mètres dans l'espace depuis pas mal d'années. Je crois qu'ils en sont à quelques milliards de dollars de surcoût par rapport au coût initial et à pas mal d'années de retard. Avec toujours le risque qu'au moment du lancement, quelque chose se passe mal, soit avec la fusée. Comme on ne peut pas mettre un télescope de 8-10 mètres dans une fusée aujourd'hui, c'est forcément des télescopes avec des miroirs déployables, donc des pétales qui vont finalement s'ouvrir et faire un miroir. Là, ils sont en train de tester le système, ils vont le tester un certain nombre de fois, je pense, parce que si ça coince au moment du lancement, on a perdu quelques milliards de dollars. Donc autant dire qu'on n'en mettra pas beaucoup dans l'espace. Donc notre deuxième problème, c'est le problème de la luminosité de l'étoile, donc du contraste, du fait que l'étoile, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est 1 million ou 1 milliard de fois plus brillante que l'objet, la planète que vous cherchez à détecter. Alors, il y a un astronome français qui a eu une très bonne idée, donc, qui a inventé il en avait un petit peu marre de courir le monde, donc lui, il étudiait le Soleil. Il en avait un petit peu marre de courir un peu partout autour du monde pour voir les éclipses et pouvoir étudier ce qui se passe à la surface du Soleil, donc les protubérances, les jets, etc. Et il s'est dit, il faut que j'en mette il faut que j'arrive à faire ça sur mon télescope. Et donc il a inventé ce qu'on appelle le coronographe, qui pour lui était un disque d'aluminium qu'il mettait au foyer de son télescope, dont la taille était calculée pour que ça cache très exactement la surface du Soleil, et ça lui a permis de regarder ce qui se passait autour. Donc en fait, il réduit finalement ce contraste, il atténue ce contraste en masquant une bonne partie des photons du Soleil. Donc c'est une éclipse artificielle, et on appelle ça un coronographe. Et voilà, alors ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc maintenant on sait faire des coronographes un peu plus évolués que le simple disque d'aluminium, mais le principe reste le même, c'est-à-dire qu'au foyer du télescope on met un masque. Donc vous voyez, maintenant on sait faire des toutes petites structures qui permettent d'avoir des masques qui nous permettent finalement d'aller plus proche de l'étoile que ce que Bernard-Lyot pouvait faire avec la technologie de l'époque, sachant qu'aujourd'hui on utilise des technologies de fabrication des microprocesseurs, etc., pour faire des toutes petites structures. Ça c'est donc
Il reste un problème, c'est qu'il y a quand on fait ça, il y a de la lumière qui est diffractée, ce qu'on appelle diffractée, donc qui se retrouve un peu partout dans l'image quand même. Et pareil, au cours des années, on a appris à masquer une partie de l'image pour enlever ces structures. Donc on obtient des coronographes qui nous permettent de gagner, disons, typiquement plusieurs centaines, enfin, un facteur de plusieurs centaines, voire un millier, voire même plus, avec les tout derniers coronographes, en contraste, rien qu'en mettant le coronographe. Donc déjà, on a réglé une bonne partie de notre problème. Alors, et il y a une troisième étape, c'est la correction des aberrations, ce qu'on appelle les aberrations résiduelles, parce que même si on a un système d'optique adaptative, il ne sera jamais parfait. Notre télescope lui-même, il n'est pas parfait, en plus il est sur une montagne, dans un désert, il a des variations de température, etc. Donc il va se désaligner petit à petit. Notre système d'optique adaptative, bah, il va être capable de corriger, mais si la turbulence, pour une raison ou pour une autre, devient très rapide, il aura du mal à suivre. Notre coronographe, il ne sera jamais parfaitement aligné non plus. Donc il va nous rester des petites aberrations, et on va, vous allez voir, utiliser quelques astuces pour s'en débarrasser. Donc c'est ce qu'on appelle des méthodes différentielles. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est une simulation. Donc c'est une image très courte pause, donc avec la turbulence d'une étoile. Si on intègre un moment pendant plusieurs secondes, elle va ressembler à ça, notre image. Donc c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez pas grand-chose. Hein, si on imaginait observer notre système solaire à la distance des étoiles les plus proches, bah, l'essentiel des planètes serait caché là-dedans. Donc ça ne nous aide pas beaucoup. Donc si on met l'optique adaptative en route, une bonne optique adaptative qui marche bien, ça donne ça. Donc la fameuse tache d'Airy dont on parlait tout à l'heure, avec l'essentiel de la lumière concentrée là, dans le pic central, et puis un certain nombre d'anneaux. Maintenant, on met notre coronographe, donc qui en fait détruit l'image au centre. Alors, encore une fois, il n'est pas parfait, donc il en reste un tout petit peu. Ah, et là, on commence à voir apparaître quelque chose autour de notre étoile. Et une fois qu'on a appliqué nos différentes petites astuces de techniques différentielles, là, on fait vraiment ressortir l'objet qui nous intéresse autour. Et ce que vous voyez là, donc le cercle, c'est la zone de correction. Ce type de système est vraiment calculé pour corriger dans une zone qui fait typiquement un arc seconde de rayon. Donc vraiment les zones où on s'attend à trouver les systèmes pour les étoiles qui sont, disons, les plus proches de nous, les quelques centaines ou milliers d'étoiles qui sont dans l'entourage du Soleil. Voilà, alors en fait la première image d'un tel objet date de 2004, donc c'est un de nos étudiants à Grenoble, Gaël Chauvin, qui avait observé cet objet qui a un nom absolument imprononçable, et qui a permis de voir autour de cette étoile une planète de typiquement 5 masses de Jupiter. Donc elle a été découverte par le VLT et elle a été réobservée par les collègues, donc il y a une vraie confirmation, c'est vraiment quelque chose de physique. Mais là c'était un cas très favorable puisque c'était autour d'une étoile qui est déjà une naine brune, donc une étoile qui est très faible par rapport au Soleil, donc le contraste était beaucoup moins important. Et puis en plus elle était assez séparée puisque la distance représente 55 fois la distance Terre-Soleil. Et le contraste était de seulement 100. Donc ça c'était vraiment un petit peu l'échauffement, le cas favorable pour tester les techniques. Alors, au jour d'aujourd'hui, alors voilà, donc ça c'est typiquement cet objet qui est toujours dans notre même schéma. Et voilà, aujourd'hui, j'ai vérifié, on en est à 75 ou 76 de ces objets. Bon, il y en a toujours un ou deux pour lesquels les confirmations n'ont pas été validées, mais voilà. On a commencé à remplir cette zone-là, qui est une zone qui nous intéressait. Ça, c'était avec des instruments qui existaient depuis déjà pas mal de temps, donc des systèmes d'optique adaptative d'ancienne génération, je dirais, qui datent des années 2000-2005. Et bon, on est encore un petit peu loin de la statistique qu'on souhaite, hein, puisque au total, il y a 3500 planètes, et là, il y en a seulement 70. Donc il faut vraiment qu'on continue à remplir ça. Donc il faut qu'on fasse encore mieux, qu'on ait des systèmes d'optique adaptative plus performants, des coronographes plus performants, etc.
Voilà, donc on veut descendre ici. Alors, le double instrument sphère, finalement, j'y viens quand même, qui est donc un instrument qui a été conçu depuis le début uniquement pour faire ce type d'études. Les autres instruments utilisés étaient des instruments d'optique captative, mais qui servaient à plein de programmes, à chercher à étudier les objets du système solaire, les astéroïdes, à chercher des étoiles doubles, à même étudier des noyaux actifs de galaxies, etc. Donc, voilà, les instruments n'avaient pas été optimisés vraiment pour obtenir ce contraste de 1 million, disons. C'est ce qu'on vise dans un premier temps. Donc on a proposé l'instrument sphère en 2001, un petit moment. C'est un instrument de seconde génération pour le Very Large Telescope, donc il y a eu toute une série d'instruments installés dans les années 2000, et à partir de 2012-2013, on a commencé à arriver avec de nouveaux instruments. Donc c'est un projet qui était piloté par l'IPAG à Grenoble, avec 12 instituts dans 5 pays européens. Donc vous allez voir que c'est un instrument un peu complexe, il fallait vraiment des expertises d'un peu partout. 12 ans de développement entre vraiment les premières idées et, non pas la première planète, mais les premiers photons qu'on a obtenus sur le ciel. L'équivalent de 180 années de travail, comme si sur plus de 120 personnes. Le coût de l'instrument lui-même, c'est à peu près 10 millions d'euros, sans compter le personnel. Si on met le personnel, on est à 25 millions d'euros. On estime qu'on va l'utiliser sur le ciel pendant une quinzaine d'années. Le deal, c'était qu'il tienne 10 ans, mais le but, finalement, c'est que ça dure 15 ans. Et en échange de la construction de cet instrument, nous, on a eu 260 000, justement, pour faire une recherche systématique de planètes autour d'un échantillon donné d'étoiles. Donc voilà, c'est les différents laboratoires impliqués, donc 4 en France, Grenoble, le laboratoire d'astrophysique à Marseille, l'observatoire de Paris, l'Olésia, et laboratoire à Nice aussi, laboratoire Lagrange, plus le NERA. Donc sphère, ça ressemble à ça. Ça, c'est donc le VLT, le télescope est là. Ça, c'est la plateforme, donc ce qu'on appelle une plateforme Nasmyth, qui est une espèce d'espace assez important sur lequel on vient poser l'instrument et la lumière du télescope arrive par ici. Juste pour vous donner une idée, ça fait 6 mètres par 4,50 mètres par 3 mètres de haut. Et l'instrument pèse 8 tonnes. Donc pas facile non plus à mettre dans l'espace. Ça ressemble à ça. Donc la lumière du télescope rentre là, va passer dans les différentes parties du chemin optique ici, et va aller alimenter 3 instruments. Mais je vais déjà vous montrer. Voilà. Ça, c'est le système d'optique adaptative, donc un miroir déformable ici. Ce qu'on appelle l'analyseur de surface d'onde, donc celui qui va mesurer la déformation ici. Et les calculateurs eux-mêmes sont cachés en dessous, là, et du coup, on fait la mesure et la correction entre ces 2 éléments. Les coronographes sont ici d'une part et ici d'autre part. Donc ici, parce qu'on a 2 instruments infrarouges, donc les coronographes vont être optimisés pour les instruments qui vont servir à alimenter. Et là, on a un instrument visible, donc on a d'autres types de coronographes. Là, on a une caméra qui va faire soit de l'imagerie, faire des images normales, soit faire des images en 2 bandes très proches de longueur d'onde, 2 filtres très différents, je vous montrerai tout à l'heure. C'est une des méthodes différentielles. Ça, c'est un spectrographe qui va permettre de faire de la détection et de la caractérisation avec pas une très grande résolution spectrale, mais quand même suffisante pour essayer de détecter certaines des molécules qui nous intéressent dans l'atmosphère. Et ça, c'est un système qui peut faire soit des images donc dans le visible, soit de la polarimétrie différentielle, donc une autre façon de se débarrasser des résidus pas corrigés. Alors juste pour vous montrer un petit peu aussi à quoi ça ressemble en vrai, ça c'était une des premières réunions. Donc ça c'est le concept de l'instrument. On avait passé une après-midi à imaginer comment on allait fabriquer l'instrument. Et ça c'est 12 ans plus tard, l'instrument fini, installé, donc avec le miroir déformable, donc qui est quand même un miroir de 20 cm de diamètre et de quelques centaines de microns qu'on vient déformer avec des actionneurs piézoélectriques. Un certain nombre, donc la caméra pour l'analyse est là, la roue avec les différents coronographes est là, et vous voyez qu'il faut un certain nombre d'optiques pour bien amener la lumière où on veut l'amener et tout ça, bien séparer le faisceau visible infrarouge. Bon. Ça, c'est différentes étapes, donc le banc lui-même avec le miroir déformable. Donc,
C'est un 40 par 40 actionneurs, donc il y a 1600 actionneurs, il y en a à peu près 1300, 1400 qui sont actifs, et pour chacun, il y a un fil. Donc ça fait un certain nombre de câbles, de connecteurs à aller mettre dans le bon, au bon endroit. Donc ça, c'est l'instrument spectro-infrarouge, les roues coronographes. Bon, ça, c'est quand on manipule l'instrument pour le poser. Il est aussi posé sur un système qui va l'isoler des vibrations et des petits tremblements de terre qu'il y a en permanence au Chili. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a pris un peu de temps à mettre au point. Ça, c'est la caméra infrarouge qui va venir se monter sur le banc. Et ça, c'est enfin, en décembre 2013, quand on a eu tout fini, tous les tests terminés, prêts à expédier au Chili, donc dans un hall d'intégration à Grenoble. Et là, on a le capot aussi qui protège l'instrument de la poussière, de la lumière, etc. Tout prêt à partir. Donc ça, c'est une vue de Cerro Paranal, l'observatoire de l'ESO. Donc l'ESO, c'est une organisation européenne où 17 pays aujourd'hui se sont regroupés pour mettre plus de moyens pour avoir des télescopes plus importants. Donc pour l'instant, on a 4 télescopes de 8 mètres de diamètre. Et en construction, on ne le voit pas là, mais sur un pic à côté, un futur télescope qui fera pratiquement 40 mètres de diamètre. Et donc la France fait partie depuis les débuts. Donc on développe de l'instrumentation pour les télescopes de l'ESO et on a accès au temps sur le ciel. Voilà, donc ça c'est les caisses. Début février 2014, donc il y avait 27 caisses posées à l'entrée de l'observatoire. Il a fallu tout remonter, tout réinstaller, retester. Monter au télescope à 3 km/h maximum. Parce que on est arrivé, on a réintégré en bas et il a fallu monter de quelques kilomètres pour aller sur la plateforme, passer par le dôme du télescope. Il y avait à peu près 5 cm de chaque côté pour venir le poser sur la plateforme. Et là, c'est voilà, quand c'est installé sur la plateforme elle-même. Vous voyez à côté un des ingénieurs de l'ESO, il aura une petite idée de la taille. Voilà, là c'est le télescope avec son miroir de 8 mètres de diamètre ici et l'instrument ici. Bon, c'est aussi le côté que moi j'aime bien, c'est que c'est un petit côté aventure quand même, de partir avec ces caisses au milieu du désert, de s'installer là-bas pendant quelques mois et puis de remettre un gros instrument comme ça sur le télescope. Et puis finalement, le 4 mai 2014, on a ouvert le télescope et hop, on a vu notre première étoile. Avec un petit peu d'excitation quand même, après tout ce temps. On en a profité pour immédiatement ouvrir une bouteille de champagne avant de tester l'instrument. C'était déjà une première étape. Et voilà, donc ça c'était les premières observations sur le ciel, sans optique adaptative, avec optique adaptative, on était contents. Donc ça c'est, le signe était mauvais, hein, 1,3 arc-seconde de taille non corrigée pour Paranal, c'est très mauvais. Le signe moyen là-bas, c'est plutôt 0,6, 0,7 arc-seconde. Donc là, on était vraiment parti dans de très mauvaises conditions, mais on avait quand même une bonne correction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rapport de Strehl, qui nous donne le degré de correction. Un système optique parfait, c'est 100%, et une image non corrigée comme ça, c'est 2-3%. Et donc là, une image corrigée, déjà, on avait atteint une... Bon, c'est pas ce qu'on visait, mais on avait déjà une correction significative. Ça, c'est non corrigé, corrigé. Et puis on a testé aussi dans le visible. Alors, plus on va vers les courtes longueurs d'onde, donc vers le visible, plus c'est difficile, parce que plus la turbulence est rapide, et plus elle a des faits aussi géométriques. Donc et là, on s'était donné un autre challenge. Pareil, il ne faisait pas très beau, mais on a quand même réussi. Et puis on a eu de la chance, en fait. Le premier objet qu'on a pointé, il y avait un compagnon pas connu. Alors, c'est pas une planète, hein, c'est soit une étoile du fond, soit une étoile, un compagnon stellaire. Mais bon, c'était quand même pas si mal. Donc après, on a quand même eu du coup le temps de bien tester l'instrument. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, je suis désolé, hein, il y a beaucoup de figures que je n'ai pas refaites qui sont en anglais. Donc la PSF, la fonction d'étalement de points, c'est ce qu'on voit quand on observe un objet ponctuel à l'infini, donc une étoile très loin. Donc ça donne ce que le télescope voilà, produit comme image. Ça, c'est quand on la sature, donc on voit bien qu'il y a tous les anneaux d'Airy, là, dont on parlait, et la zone de correction, donc la zone dans laquelle on a vraiment le contraste. Et ça, c'est quand on met le coronographe.
Et donc là, à cette longueur d'onde-là, ça donne typiquement un peu moins d'une arc-seconde. Mais là, on a vraiment, quand on a bien réglé l'instrument et tout, on a vraiment atteint le contraste du million qu'on cherchait. Alors ça, c'est pour montrer des images aussi. Donc ça, c'est pas énorme non plus, hein. C'est un delta magnitude de 5. Nous, on vise 12, 15, plutôt 15. Mais c'était les premiers tests. Mais par contre, à 95 milliards secondes. Donc vraiment à l'intérieur, très très proche de l'étoile. Donc ça montrait vraiment que le système fonctionnait très bien. Ça, c'est la même chose dans le visible, donc dans les longueurs d'onde visibles. Là, en H-alpha à 0,65 microns, on n'a pas une correction de 100%, mais par contre, on a la résolution du télescope. C'est-à-dire qu'on peut voir au maximum toutes les structures qui sont atteignables, puisqu'on ne peut jamais faire mieux que la résolution du télescope qui est définie par son diamètre. Mais ce qui veut dire que quand on compare ça, par exemple, au Space Telescope, au Hubble Space Telescope, qui a un miroir évidemment plus petit, ça veut dire qu'on a une résolution 4 fois meilleure que Hubble. Donc on va être capable, alors pas avec la même correction encore une fois, puisque c'est dans le visible, elle va être un peu plus variable, mais on va être capable de détecter des objets auxquels il n'a pas accès. Voilà. Et donc voilà, ça a permis d'étudier déjà un objet intéressant, une étoile un peu évoluée, avec une binaire au centre, des jets, etc. Donc là, il y a beaucoup de choses à comprendre sur les enveloppes d'étoiles, sur ce qu'éjectent les étoiles, etc. Juste pour illustrer un petit peu donc, cette technique différentielle, on observe à 2 longueurs d'onde qui sont très proches. Hein, là, c'est un spectre en infrarouge. Et notamment, par exemple, dans les raies du méthane. On sait que dans les planètes géantes comme Jupiter, dans Jupiter, il y a du méthane, du gaz méthane. Donc on va se dire, il y a des fortes chances que dans d'autres planètes géantes, il y ait effectivement aussi du méthane. Donc on a un filtre qui est centré sur la bande du méthane, et un filtre à côté qui est en dehors de la bande du méthane. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc les observations dans les 2 bandes, donc là pendant une dizaine de minutes, et on va ensuite les soustraire. Et l'avantage de soustraire, c'est que ce qui va rester comme aberration, parce que le télescope il est un peu mal réglé, parce qu'il varie un peu avec la température, etc., eh ben ça va être à peu près la même dans les 2 bandes, puisque les 2 bandes sont très proches. Par contre, si on a affaire à un objet, une planète géante dans laquelle il y a du méthane, on ne le verra que dans le filtre centré sur la bande du méthane. Et donc quand on va soustraire les deux, on va enlever en fait une partie des aberrations, mais garder le signal de la planète. Et ça marche assez bien. Et en plus, on utilise une autre astuce ici. Alors, si vous regardez bien le pointeur, vous voyez qu'il y a quelque chose là qui tourne. En fait, on laisse l'image tourner, c'est-à-dire que si c'est un objet qui est sur le ciel, il va tourner. Nous, on a bloqué la pupille. D'habitude, quand on fait de l'astronomie, on a envie de pouvoir intégrer longtemps. Donc on veut vraiment que notre télescope soit bien mis en station, bien réglé, qui ne bouge pas d'un poil, et puis qui compense la rotation de la rotation de la Terre, pour qu'on puisse faire des photos pendant une demi-heure et faire de magnifiques photos du ciel. Et ben nous, là, on fait le contraire. Au contraire, on veut que la rotation de la Terre fasse bouger le champ, donc fasse bouger les objets, de manière, encore une fois, à pouvoir soustraire ces différentes images pour enlever les aberrations qui vont rester. Et ensuite, on va simplement recentrer toutes ces images, puisqu'on sait très exactement comment elles bougent. Et en fait, on combine même ces 2 techniques, le fait d'avoir 2 filtres et le fait de laisser l'image bouger sur le ciel. Et à la fin, ça fait ça. Et vous voyez que là, on a enlevé toutes ces petites cochonneries qui restaient, toutes ces aberrations résiduelles, on appelle ça comme ça. On les a pratiquement éliminées. Et par contre, on a fait ressortir cet objet qui était vu très faiblement dans les images précédentes. Donc là, encore une fois, ce n'est pas une planète, malheureusement, c'est ce qu'on appelle une naine blanche, donc c'est un compagnon stellaire, mais avec un rapport de flux qui commence à se rapprocher de ce qu'on cherche. Alors, maintenant, voyons un peu des résultats. Ça, c'était encore des tests. On a commencé par des choses un peu plus faciles, c'est-à-dire des objets qu'on connaît bien. Là, en l'occurrence, c'est Titan, un des satellites de Saturne. Donc ça, c'est une observation sphère brute, je dirais. Ça, c'est ce qu'on appelle une image déconvoluée. C'est-à-dire qu'on a utilisé
l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, qui s'appelait la PSF, là, qui est donc la réponse du télescope du système quand on observe une étoile à l'infini ponctuelle. Et par des opérations mathématiques, on arrive à améliorer la résolution en utilisant justement cette réponse en chaque point de l'image pour améliorer le contraste, la netteté. Donc de là, on passe à là. Donc on n'a pas changé, hein, on voyait déjà les structures, mais on a un petit peu renforcé la netteté de l'image. Et on s'est amusé à demander à des collègues américains qui avaient des données de la sonde Cassini, donc une sonde qui a été survolée le satellite, qui s'en est vraiment approché en dehors de l'atmosphère. Et on a regardé en fait dans les mêmes configurations ce qu'eux avaient observé. Vous voyez qu'on retrouve les grandes structures. Donc ça nous a plutôt rassurés. Et alors après, si on observe cette fois-ci en polarimétrie dans le visible, là on a accès au sol en fait, du satellite. Si on observe par d'autres techniques dans d'autres longueurs d'onde, on a accès à son atmosphère, et en particulier ça nous permet d'étudier les particules qui sont dans l'atmosphère et de commencer à avoir une idée de la taille de ces particules, par exemple. Voilà, donc après, on a commencé à s'intéresser à des planètes déjà connues. Donc ce système qui s'appelle HR 8799, qui est un système de 4 planètes. Donc 3 avaient déjà été détectées il y a pas mal de temps, en 2008, par les collègues canadiens et américains. Donc elles sont ici. Une 4e avait été découverte en 2009. Donc celle-là, elle est beaucoup plus faible et elle avait un petit peu de mal à ressortir dans les autres images, observées à différentes longueurs d'onde. Et donc on a fait un test grandeur nature avec Sphère. Donc ça, c'est encore une fois, on fait tourner, hein, on laisse tourner ici nos images, là, pendant longtemps cette fois-ci. Alors vous voyez que même dans ces images-là, il reste encore un petit peu quand même d'aberration. Donc celle-là qui est bien en dehors, on la voit, mais les autres, on a du mal à les voir. Par contre, quand on recombine toutes ces images, vous voyez qu'on fait sortir sans aucun problème ces 4 planètes. Et on les fait sortir avec ce qu'on appelle un bon signal à bruit, c'est-à-dire une bonne détection, quelque chose qui nous permet vraiment de faire une mesure de flux, par exemple, de luminosité. Voilà, donc elles sont ici. Comme je vous disais, on peut commencer à faire de la caractérisation. Donc si par exemple on prend ces deux planètes-là, pardon, avec nos différentes filtres de longueur d'onde et le spectrographe, le petit spectrographe infrarouge, on commence à faire à obtenir le spectre de l'atmosphère, et on va pouvoir commencer à se dire il y a tel type de molécules dans l'atmosphère. Ça, c'est toujours sur les planètes. Alors, c'est pas nous. Mais comme c'est l'instrument directement concurrent qui a été développé par les collègues américains et canadiens, à peu près sur la même échelle de temps, avec les mêmes objectifs, les mêmes technologies, et qui est sur un autre télescope au Chili, pas très loin de là où on est nous. Donc eux, ils ont trouvé avant nous, ils nous ont battus un petit peu, ils sont arrivés un petit peu avant sur le ciel. Voilà, une planète ici, 51 Eridani, donc autour de l'étoile 51 Eridani. Le petit point qui est ici, qui est typiquement une planète de 2 masses de Jupiter. Et ils ont fait aussi, pareil, un petit spectre préliminaire. Alors par contre, Sphère a quand même détecté une planète, même si ce n'est pas nous, en fait c'est des collègues américains qui ont utilisé notre instrument. Et alors c'est assez rigolo parce que c'est une planète de type Jupiter, mais dans un système triple. Donc il y a 3 étoiles, et en fait, autour d'une de ces étoiles, il y a une planète. Donc ça c'est quelque chose pareil, toujours dans la série, les configurations, les systèmes inattendus qu'on n'avait pas imaginés. C'est un très bon exemple. Voilà, donc masse 4-5 Jupiter, 850 Kelvin de température, 82 unités astronomiques, donc encore une fois la distance Terre-Soleil. Bon, et puis pareil, Sphère permet de commencer à
identifier des molécules. Est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a du méthane, est-ce qu'il y a des composants comme ça dans l'atmosphère. Alors, et par contre, sur les planètes, comme c'est des observations un peu compliquées, un peu longues, qu'il faut les faire plusieurs fois pour les confirmer, on a déjà beaucoup de dizaines ou centaines de nuits d'observation, donc on est à peu près certain qu'on a des nouvelles planètes dans les données qu'on a aujourd'hui, mais on n'a pas encore pu les confirmer, et donc on ne peut pas les annoncer. Mais on a plein de candidates intéressantes qu'on réobserve régulièrement en ce moment. Un autre intérêt de cet instrument, c'est de chercher des disques. Donc, je vous disais tout à l'heure, les planètes se forment dans les disques. Donc, comme on veut observer des systèmes à différents stades d'évolution, à différentes périodes de leur formation, évolution, etc., ça va être très intéressant d'observer les disques, et encore plus intéressant si on trouve des planètes dans les disques. Donc, on étudie beaucoup de disques. Donc, ça, c'est un exemple. Et en fait, on a eu la très bonne surprise avec SPHERE de faire une moisson de nouveaux disques. C'est-à-dire on a observé un certain nombre d'étoiles pour lesquelles on avait de bonnes raisons de penser qu'il pouvait y avoir soit des planètes, soit des disques autour. Et assez vite, poum, on trouve. Donc soit on améliore la qualité des images, le contraste, la résolution sur le disque, comme je vais vous montrer là, soit carrément on trouve de nouveaux disques. Donc ça, c'est aussi très intéressant. À défaut de trouver beaucoup de planètes pour l'instant, ça fait quand même de quoi faire des choses intéressantes. Donc ça, c'est un disque qui est connu depuis longtemps aussi. Hein. Ça, c'était les observations par le télescope spatial Hubble, justement, de ce disque. Mais comme il a un diamètre plus petit, une moins bonne résolution sur le disque lui-même, et aussi moins proche de l'étoile. Ça, c'est les toutes premières images faites par un système un peu du même type que SPHERE, sur un télescope japonais de 8 mètres qui est installé à Hawaï. Donc on commence déjà par rapport à ça à notablement améliorer ce qu'on est capable de distinguer dans le disque. L'étoile est toujours au centre, ça c'est le coronographe, hein, à chaque fois c'est masqué par un coronographe. Ça c'est nos concurrents américains, donc le système s'appelle JPI. Donc pareil, encore amélioration, on voit que le disque est plus régulier, etc. Bon, par contre, il reste toujours ces artefacts ici au milieu. Et ça, c'est une observation qu'on a faite il y a un peu plus d'un an avec SPHERE, où là, on a vraiment réussi à éliminer au maximum la partie aberration résiduelle et à avoir l'intégralité du disque cette fois-ci. Alors, donc observer en imagerie, en polarimétrie. La polarimétrie nous permet d'avoir des informations sur la taille des grains qui composent ce disque. Donc ça, c'est très important pour les personnes, les théoriciens ou les modélisateurs qui vont adapter leur modèle pour être capables de nous dire vraiment comment ça se passe dedans. Donc ça, c'est les modèles. Ça, c'est les observations des collègues américains sur JPI. Et ça, c'est ce que je vous ai montré sur SPHERE. Donc ça, c'est une fois déprojeté, pas forcément visible comme ça. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'effectivement, on a là, cette fois-ci, vraiment toute l'information sur l'ensemble du disque pour contraindre les modèles, pour mieux expliquer la formation ou l'état d'évolution de ce disque. Alors ça, c'est une autre observation intéressante. Ce qui s'appelle AUMIC, donc pour la constellation du microscope. C'est connu depuis très longtemps aussi. Donc ça, c'est les premières observations faites de ce disque autour de cette étoile AUMIC. Il y en a eu beaucoup de faites après avec différents télescopes au sol, avec le télescope spatial, etc. Donc, petit à petit, on a amélioré, on a essayé d'étudier vraiment la structure de ce disque qui est bien vue en fait par la tranche. Voilà, et donc ça, c'est comparaison de données obtenues par le télescope spatial Hubble en 2010, en 2011 et par SPHERE en 2014. Donc déjà, on est aussi content parce qu'on a une très bonne résolution sur le disque. Et en fait, on se rend compte qu'il se passe des choses, il y a des petites structures dans ce disque et que, bizarrement, on a un peu l'impression, si on les regarde comme ça, que en fait, ces structures-là, déjà, s'étaient déplacées, mais personne n'avait vraiment noté ça. Mais si... j'espère que... voilà.
que, en fait, si on prend ces 3 observations, on voit que les structures se propagent un peu comme des vagues dans le disque. Donc des espèces d'ondulations. Alors, si on recalcule ce que ça représente vu la taille du disque, etc., ça veut dire que c'est quelque chose qui se déplace à une vitesse assez élevée, qui pourrait du coup s'échapper de l'étoile si la vitesse est suffisamment importante. Pour l'instant, personne n'a vraiment été capable d'expliquer ce que c'était. On ne sait pas trop. Alors, des tas de gens ont des tas d'explications, ça fait plein de papiers scientifiques intéressants, mais aujourd'hui, il n'y a pas une explication, une hypothèse qui est vraiment avérée et qui nous donne avec certitude l'explication. Du coup, c'est quelque chose qu'on va réobserver pas mal de fois pour vraiment essayer de caractériser, de mieux comprendre. Et alors, juste pour vous montrer quelques belles images, donc ça, c'est un certain nombre de disques observés avec sphère, donc à UMIC encore une fois. Ça c'est un nouveau disque aussi. Quand il n'y a pas le nom, c'est que c'est pas publié, puis on ne veut pas trop donner les noms. Pas tellement ici, mais c'est des diapositives qu'on utilise aussi pour des confs scientifiques. Voilà. Fait des belles images. Et aussi des disques beaucoup plus jeunes, hein, encore une fois. Il y a les disques dans lesquels on pense que les planètes sont déjà bien formées, etc. Et puis il y a tous les disques plus jeunes dans lesquels on se dit bah, c'est en processus de formation, donc est-ce que les formes qu'on voit, etc., ce sont des déformations dues au fait que des planètes sont en train de se former dans le disque. Donc encore une fois, c'est toujours la même idée, c'est étudier au maximum des systèmes d'âge différents ou de types d'étoiles différentes qu'on imagine être à des stades d'évolution différents. Voilà, et comme ça fait déjà plus d'1 heure que je parle, qu'est-ce qu'on veut faire après? Donc là, on a un instrument sphère qu'on est en train d'utiliser. Comme je vous disais, il y en a pour 10 ou 15 ans. On espère les résultats statistiques, mais pas bien avant 2020-2021, pour qu'on ait le temps d'analyser toutes les données, d'avoir eu des centaines d'objets différents observés. On est déjà en train de penser, effectivement, à vouloir faire mieux, hein, puisque dans le diagramme que je vous ai montré, là, on arrive à des planètes de quelques masses de Jupiter, peut-être d'une masse de Jupiter dans les bons cas, celles qui ont été vues jusque-là. Évidemment, on va vouloir aller plus bas, voir des planètes plus faibles, donc le gap, il est encore important entre observer des planètes de type Jupiter et observer des planètes de type terrestre, hein, puisque le contraste est de 1 million dans un cas et 1 milliard, donc il y a encore un facteur 1000 à gagner, et c'est pas forcément évident. Mais on s'intéresse donc à des télescopes de la future génération, qui seront typiquement des télescopes de 30 à 40 mètres de diamètre. Donc il y a notamment un projet américain de télescope de 30 mètres, le projet européen qui est autour de 39 mètres. Alors là, par contre, ce ne sont plus des télescopes avec des miroirs monolithiques, c'est-à-dire une seule pièce de verre poli. C'est des télescopes segmentés. Alors pour nous, ce n'est pas aussi facile, puisque le fait qu'il y ait des segments, ça va générer des aberrations complémentaires. Mais quand même, si on y arrive, si on trouve des techniques pour calibrer ça, pour caractériser ça et les contrôler, le fait que le télescope soit 4 ou 5 fois plus grand en diamètre et en surface collectrice, qui elle va avec le carré du diamètre, donc ça nous fera des photons d'objets plus faibles et ça nous fera une résolution 4 à 5 fois meilleure, à la fois plus proche de l'étoile et sur les structures des disques, par exemple. Donc ça, c'est installé pas très loin de Paranal, sur la montagne d'à côté. On espère qu'il sera en opération d'ici une douzaine d'années. Il y a déjà des premiers instruments qui sont développés pour ce télescope, mais par contre, l'instrument qui nous intéresse le plus, qui s'appelle EPIX, donc qui est la même chose que Sphère, pour faire de l'imagerie au contraste pour ce télescope. Pour l'instant, on est encore en train de réfléchir, on en est encore à l'étape du tableau blanc à faire des petits dessins. Mais bon, on y pense quand même. Et typiquement, ça c'est des simulations, hein. Ça c'est la génération précédente, donc ceux avec lesquels on avait fait par exemple le tout premier objet que je vous ai montré, là, avec un nom pas possible. Ça c'est Sphère ou JPy, le concurrent américain aujourd'hui. Toujours pareil, hein, c'est non, là c'est en contraste cette fois-ci par rapport à la séparation. Et là c'est ce qu'on espère
gagné, donc on espère aller là avec la future génération d'instruments sur un télescope de 40 mètres de diamètre. Donc aller vers des planètes plus proches et de masse plus faible. Mais bon, en attendant, on a encore pas mal d'années à s'amuser avec Sphère et à essayer de faire sortir des petits points comme ceux-là. Merci. À part que j'ai la gorge. On va prendre quelques questions dans la salle. Et pour ça, vous levez bien le bras et on met un chronographe. Voilà, et on vous apportera un micro. Et la première question est pour là-bas. Non, là-bas, je sais pas. Bonsoir. 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 Donc vous parliez tout à l'heure de la luminosité entre l'étoile et sa planète, enfin la planète que vous observez. D'où vient la luminosité de la planète? Est-ce que c'est simplement le reflet qu'elle renvoie de son étoile ou une lumière intérieure qu'elle émet Les deux. Les deux. Ça dépend du type de planète et d'étoile, de l'âge du système, et ça dépend aussi de la longueur d'onde à laquelle on va observer. En infrarouge, on va être plus sensible à la lumière intrinsèque de la planète, notamment des planètes jeunes qui sont encore un peu chaudes, du fait de s'être formées avec le gaz, etc. Par contre, quand on va observer dans le visible, on va plus être dans un domaine qui correspond à des températures qui sont la signature de ces phénomènes-là. Par contre, là, on va se retrouver avec souvent de la lumière réfléchie par l'atmosphère de la lumière de l'étoile réfléchie par l'atmosphère de la planète. Et c'est ça qu'on va chercher dans le visible plutôt. Donc on essaye de jouer, vraiment on veut tous les photons. Hein. Donc que ce soit ceux de la planète elle-même ou ceux de l'étoile réfléchis par la planète, on essaye de les avoir tous. Donc c'est bien les deux. Qu'en est-il de la Russie en termes de données astrologiques? Est-ce qu'on a là, par ici? Ouais. Est-ce qu'on a, je sais pas, des rapports qui ont été... Parce qu'on parle beaucoup des Américains, des Européens, mais les Russes aussi sont sur la conquête... Alors, les Russes aussi, par contre, ils ont eu, pour des raisons politiques, une période un petit peu à vide, et beaucoup d'astronomes, notamment observateurs ou constructeurs d'instruments, ont plutôt eu tendance à quitter la Russie à cette époque-là pour s'installer ailleurs, en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Donc, pour ce qui est de ces techniques-là, les Russes sont aujourd'hui pas trop dans la course. À quelle distance elles sont situées, ces exoplanètes de nous? Est-ce que c'est dans la galaxie? Oui, c'est celle qu'on étudie, ce que je disais tout à l'heure. Plus on va regarder les étoiles proches de nous, plus, par juste un effet géométrique, hein, plus elles vont être proches de nous, plus on va pouvoir aller voir l'environnement immédiat de l'étoile, et plus on va pouvoir atteindre la zone de quelques unités ou quelques dizaines d'unités astronomiques qui correspond à ce qu'on sait de notre système solaire, là où se trouvent les planètes finalement. Donc on va commencer par les plus proches, ça c'est sûr, et on va commencer par Proxima Alpha, Proxima du Centaure, etc. Et puis on va aller en chercher aussi des plus loin, mais effectivement elles sont toutes relativement proches de nous. Parce que simplement sinon c'est un peu du temps perdu, parce qu'on n'aura pas la résolution, avec notre système on n'aura pas la résolution correspondant à l'environnement immédiat de l'étoile, là où, selon les scénarios proposés, se forment les planètes. Un peu partout. Bonsoir. Ah.
Bonsoir. Oui. Merci pour votre exposé. J'ai une question à propos de votre graphique de la masse des planètes en fonction de leur distance à l'étoile. Alors, celui-là ou non Celui du début. Oui, celui du début, d'accord. Ouais. En fait, il y a le domaine qui avait tout en haut à droite. C'était le domaine des planètes qui étaient détectées par méthode directe. Oui. Là. Mais ce type de planète-là, il pourrait pas être détecté par méthode Si. d'autres méthodes. Si. Par exemple, par les vitesses radiales, mais il faut Oui, une voilà. base de temps plus grande. Or, comme on commence à avoir des résultats vraiment précis avec les instruments de la génération d'il y a une vingtaine d'années, hein, puisque 51 PEG, c'était il y a 21, 22 ans, 21, un peu plus de 21 ans. Donc oui, bien sûr, et c'est ce que j'ai mentionné à un moment, c'est qu'en particulier, on a un programme avec les collègues suisses de Genève qui va être d'observer des étoiles qui vont se trouver dans cette zone-là, là, avec les deux techniques, de manière à avoir une détermination très précise de la masse de la planète. Donc oui, elles vont être observées par d'autres techniques et oui, on attend ça avec impatience. Bonsoir. Oui. Je voulais savoir quels étaient les... Je suis ici. Oui, mais... Quels Voilà, étaient les d'accord. enjeux de la conquête spatiale? Parce que vous parlez de bagarres, de concurrents, vous cherchez à développer des outils plus performants que ceux des Américains. Donc voilà. Et deuxièmement, je voulais savoir si vous aviez vu des extraterrestres en observant. Alors, la deuxième partie de la question est plus simple, non. Quels sont les enjeux? Alors, ce sont quand même des bagarres gentilles parce que on se connaît quand même bien dans le domaine depuis longtemps, hein, y compris avec les collègues canadiens. On a eu des étudiants en commun. Moi, j'ai passé du temps à l'Université de Montréal à travailler avec eux. On se connaît bien. Il y a une compétition parce que effectivement, ces deux projets qui sont subventionnés d'une part par des agences américaines, d'autre part par des agences européennes. Bon. Mais je dirais que c'est une concurrence saine. Ça nous a obligés à proposer aussi des techniques innovantes. On a échangé régulièrement nos petites astuces quand on avait réussi à faire progresser dans un domaine. Donc oui, c'est une concurrence parce qu'on a deux systèmes qui sont sur deux télescopes et auxquels chaque communauté a accès. Donc chacun veut être avant l'autre. C'est un petit peu comme ça aussi qu'avance la recherche scientifique. Mais ça reste, c'est pas de la bagarre, hein. Ça reste très sympa. Bonsoir. Du coup, vous parliez au niveau de la méthode des transits et d'imagerie. Voilà. Il faut lever la main parce que sinon je regarde à 90 degrés. Du coup, oui, vous parliez d'un certain intervalle de temps qui est plus long pour certaines méthodes de détection. Mais en imagerie directe, ça prend à peu près combien de temps pour obtenir les clichés que vous avez, fait? Chacune des observations, donc une image d'une planète, là c'est typiquement quelques dizaines de minutes à 1 heure pour faire une image. Après, on va vouloir la réobserver plusieurs fois hein, pour avoir son orbite aussi, donc ça va dépendre de sa séparation, de sa période. Mais pour obtenir une séquence d'observation, là, comme celle que je vous ai montrée qui tournait, allez, on va dire c'est typiquement une demi-heure à 1 heure d'observation. Bonsoir. Je me demandais en fait quelles vont être les applications et l'utilité de toutes les données une fois que vous aurez récolté toutes ces choses et avoir fait des modélisations et tout. Comme l'essentiel des données scientifiques, elles se retrouvent un jour sur le web, sur des machines, dans ce qu'on appelle des observatoires virtuels, qui sont en fait des serveurs dédiés à l'archivage, soit des données elles-mêmes brutes, telles qu'elles sortent du télescope ou réduites après application des différents algorithmes dont j'ai parlé, soit des catalogues qui sont extraits, une fois qu'on a trouvé une planète, qu'on l'a mesurée plusieurs fois, etc., qu'on commence à avoir des éléments sur sa période. En fait, ça, c'est rendu public, d'abord dans des articles scientifiques et ensuite dans des observatoires virtuels, qui sont des centres de données, en fait, pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et en fait, on commence à se rendre compte que ces observatoires virtuels, ils ont quoi? Ils ont une dizaine, un peu plus de 10 ans maintenant, qu'il y a beaucoup de gens qui réutilisent des données et qui trouvent des choses qui n'avaient pas été publiées avant.
Tout simplement parce que on peut imaginer, alors bon, peut-être moins dans ce genre d'image, mais il y a toute une partie de l'astronomie qui se fait avec des images grand champ, par exemple quand on cherche des lentilles gravitationnelles ou des choses comme ça. Mais on peut imaginer que quelqu'un ait l'idée de réutiliser les mêmes données pour chercher un phénomène complètement différent dans l'image. Donc la tendance actuelle, et c'est même poussé fortement par les agences nationales qui subventionnent la recherche ou internationales comme l'ESO, c'est qu'à l'ESO, ces données-là, par exemple, au bout d'1 an ou 2 ans, selon le type de données, le type d'instrument, elles sont complètement publiques. Donc chacun peut aller les chercher et jouer avec. Alors, suivant le type de données, c'est plus ou moins facile, quand on ne connaît pas l'instrument, qu'on ne connaît pas les données, d'en extraire quelque chose. Mais en tout cas, le but, c'est qu'elles soient accessibles à l'ensemble des chercheurs et même des non-chercheurs, pour que si quelqu'un a d'autres idées, il puisse les utiliser différemment. Oui, bonsoir. Dans un des derniers graphiques, là, dans la caractérisation des planètes découvertes, vous parliez de Jupiter chaud, Jupiter froid et de Neptune. Est-ce que vous pourriez nous préciser les concepts? L'avant-dernier schéma. Alors, faut que j'aille... Hop, c'est celui-là. Donc en haut à droite, là. Ouais. Parce que c'est simplement, donc les Jupiters chauds, c'est ce que je disais quand on parlait par exemple de 51 PEG. C'est des étoiles, des planètes qui sont en termes de masse proches de Jupiter, mais qui ne sont pas du tout là où on les attendrait, basées sur notre expérience du système solaire, donc à la distance de Jupiter, mais vraiment très proches de leur Soleil. C'est pour ça qu'on les a appelés Jupiter chauds. Les cols Jupiter, c'est plutôt les Jupiter façon système solaire. Les Neptunes, c'est les planètes qui ressembleraient à Neptune, donc qui sont un peu plus petites que Jupiter ou Saturne. Et les Rocky planètes, c'est les planètes rocheuses. Donc c'est les planètes qui sont de type terrestre, voire, alors elles peuvent être, donc qui ont un sol dur en fait, qui sont constituées de roches, qui peuvent être des planètes comme la Terre ou Mars, mais on sait que aussi des planètes rocheuses peuvent être plus massives, peuvent faire plusieurs fois la masse terrestre par exemple. Donc c'est des classes en fait de planètes on sait que toutes celles qui ont des chances d'être là, elles ont des chances d'être de type rocheux, avec des masses, un éventail de masse quand même important, mais elles seront plus faibles, donc elles seront moins brillantes, le contraste sera moins favorable, et elles ont tendance aussi à peut-être être plus proches. Donc c'est vraiment les différentes classes, mais c'est un peu artificiel, c'est juste par leur propriété finalement. Oui. Oui, vous nous avez parlé de l'optique adaptative qui permet, si j'ai bien compris, de corriger l'image des effets de l'atmosphère terrestre en temps réel. Donc, en temps réel. Est-ce qu'il existe des techniques pour le faire en temps différé, c'est-à-dire en post-traitement? Oui, ça s'appelle la speckle interférométrie, interférométrie des tavelures en bon français. Donc il consiste effectivement à enregistrer des images très courtes pauses pour geler la turbulence. Donc typiquement ce qu'on appelle le temps de cohérence de la turbulence, donc le temps pendant lequel la turbulence va rester la même, c'est quelques millisecondes. Donc il faut faire des images avec des temps de pause de la milliseconde, on va dire. On en fait des milliers, et ensuite on s'amuse à les recentrer. Et donc on recrée une image corrigée en recentrant des images individuelles, mais qui ont été prises avec des temps de pause plus faibles que celui de la turbulence. Alors, ça c'était l'ancêtre de l'optique adaptative, c'est quand on n'avait pas les moyens, on ne savait pas faire des systèmes d'optique adaptative, on faisait de l'interférométrie des tavelures. Évidemment, l'avantage de l'optique adaptative, donc de la correction en temps réel, c'est qu'on peut intégrer. Parce que si on fait des images courte pause, forcément la sensibilité de l'image elle va être limitée. On ne va pas pouvoir aller voir très profond en magnitude parce que le temps de pause va rester limité.
Alors justement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'optique adaptative et on met de la coronographie pour masquer l'étoile centrale, et donc on peut vraiment intégrer longtemps. Tout à l'heure, je parlais de dizaines de minutes ou d'une heure, à comparer avec quelques millisecondes. Mais effectivement, les astronomes avaient essayé ça quand on n'avait pas les moyens technologiques de se fabriquer l'optique adaptative. Alors, en fait, maintenant, il y a encore des gens qui essayent de la réutiliser, voire à la mettre derrière l'optique adaptative pour corriger les aberrations résiduelles dont je parlais. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux mettre les efforts dans avoir des systèmes d'optique adaptative encore plus performants. Avec Sphère, est-ce qu'on peut traiter des systèmes doubles, voire triples, c'est-à-dire supprimer l'éclat de 2 étoiles ou 3 étoiles? Non. Pour avoir un système stable, pour avoir une résolution suffisante sur un champ qui est relativement petit, le concept qu'on a choisi, c'est vraiment de masquer l'étoile qui est au centre, donc celle qu'on observe, et celle aussi qui nous permet de corriger la turbulence. Parce que, en fait, l'étoile qu'on utilise pour mesurer et corriger la turbulence par l'optique adaptative, c'est l'étoile qu'on observe, celle autour de laquelle on cherche quelque chose. Mais on n'a pas moyen, de par le concept de l'instrument, d'aller masquer les autres étoiles. Alors après, on pourrait imaginer de fabriquer un masque, par exemple, si on sait qu'on a une étoile double comme ça et qu'on voudrait masquer l'autre, on pourrait mettre une bande métallique, par exemple, pour aller la masquer. Mais ce serait moins performant que le type de coronographe qu'on utilise, qui nous permet d'aller très proche de l'étoile. Mais ouais, ça pourrait. Mais en fait, le choix qu'on a fait, c'est pas celui-là. Y aurait-il une dernière question? Au même. Est-ce qu'on peut aller observer d'autres objets, par exemple, pas forcément en résolution, mais par exemple regarder une image de galaxie en occultant le centre? Oui. Alors c'était déjà un petit peu long, j'ai pas voulu en mettre. On a sur nos 265 nuits là, de temps garanti, on a mis de côté une dizaine ou une quinzaine de nuits pour faire ce qu'on appelle Other Science, donc sciences différentes, où on a effectivement fait des noyaux actifs de galaxies. On a mesuré, on a résolu le diamètre d'étoiles telles que Bételgeuse, donc les étoiles les plus grosses qu'on connaisse. On est capable de voir des structures à la surface, donc de résoudre vraiment, donc c'est plus d'étoiles ponctuelles. On peut commencer à étudier, voir s'il y a des variations à la surface. On peut étudier la morphologie d'astéroïdes. On a même, bon, ça a été fait avec des systèmes d'optique adaptative précédents, pardon. Trouver des astéroïdes qui sont multiples, qui sont binaires ou triples. Donc oui, il y a d'autres domaines d'application, avec ou sans coronographe. On peut toujours enlever le coronographe, hein. On a prévu de pouvoir enlever le coronographe si on veut faire autre chose. Mais oui, on étudie... alors, des galaxies, pas énormément. On doit pouvoir étudier 10 ou 15 galaxies actives. Parce qu'après, il y a un problème de magnitude. Pour avoir une bonne correction, il faut qu'on observe des objets... Donc, pour avoir la très bonne correction, il faut observer des objets qui sont plus brillants que magnitude 10. Ensuite, on peut observer jusqu'à magnitude 15, mais avec une correction qui va se dégrader. Donc, il n'y a quand même pas énormément d'objets galactiques qui sont observables, mais sur les étoiles évoluées, sur les objets du système solaire, tout ça, oui. On peut faire autre chose que les planètes ou les disques.